Mon fils m'a dit, je ne veux plus de ton nom de famille. Mon nouveau père dit que tu es un raté et que je devrais prendre le nom d'un vrai homme. Mon ex-femme, Sophie, a souri. J'ai répondu, d'accord. Une semaine plus tard, son avocat de famille l'a appelé, Madame, réalisez-vous ce que vous venez de lui faire signer? Je payais une pension alimentaire de 400 € par mois depuis 3 ans. Chaque mois, religieusement, pendant que mon ex et son nouveau mari, Stéphane, publiaient des photos de vacances des Maldives et achetaient à mon fils Léo la dernière console de jeu. Pendant ce temps, je mangeais des nouilles instantanées dans mon studio, je faisais des heures supplémentaires pour couvrir la pension et mon propre loyer. Le manque de respect a commencé doucement. Mon fils a commencé à m'appeler par mon prénom au lieu de papa. Puis sont venues les histoires sur la façon dont son beau-père lui apprenait à être un vrai homme, à réparer des voitures, à lancer un ballon de rugby, à s'affirmer. Des choses que j'avais essayé de lui apprendre avant le divorce, avant que sa mère ne le monte contre moi. Quand il est arrivé pour notre week-end de visite avec un maillot portant le nom de son beau-père dans le dos, j'ai su que les choses avaient changé. Il m'a à peine regardé pendant le dîner, envoyant des SMS tout le temps. Quand je lui ai posé des questions sur le collège, il a haussé les épaules. Quand j'ai suggéré que nous allions faire de la randonnée comme avant, il a dit que son « vrai père » l'avait déjà emmené le week-end dernier. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit. Debout sur le pas de ma porte, refusant d'entrer. Je veux changer de nom. Abandonner le tien. Prendre le sien. Il dit, tu es un raté qui ne peut même pas se payer une vraie maison. Mon ex se tenait derrière lui, les bras croisés, ce sourire narquois familier sur son visage. La même expression qu'elle arborait lorsque le juge lui avait accordé la garde principale et fixé le montant de ma pension. Elle planifiait déjà ses prochaines vacances. Je pouvais le dire à son sac de créateur, celui que j'avais essentiellement payé, qui pendait à son épaule comme un trophée. Il est assez grand pour faire ses propres choix, a-t-elle dit. Tu pourrais te battre, mais ça ne fera que le pousser à te détester encore plus. De plus, nous savons tous les deux que tu n'as pas les moyens de te payer une autre bataille juridique. J'ai regardé mon fils, 13 ans, déjà plus grand que sa mère, portant des baskets qui coûtaient plus que mon budget de course de la semaine. Des baskets que j'avais techniquement payées avec ce chèque mensuel. D'accord, j'ai dit. Si c'est ce que tu veux. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Vous êtes sûr de ça? A-t-il demandé. Une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Cela met fin à tout. J'en suis sûr. Préparer les papiers, le changement de nom, les documents pour l'adoption plénière, tout. J'ai tout signé sans lire les petits caractères. Mon ex était ravi, m'envoyant des SMS pour me dire à quel point j'étais mature, que c'était mieux pour tout le monde, que son mari prévoyait déjà d'emmener mon fils à la pêche ce week-end pour célébrer leur nouvelle, vraie famille. 7 jours plus tard, mon téléphone a sonné. J'étais à mon deuxième boulot, en train de remplir des rayons dans un entrepôt, quand l'avocat de mon ex l'a appelé. Je l'ai appris plus tard, mais je n'oublierai jamais le moment où elle m'a appelé, la voix tremblante de panique. Que as-tu fait? Je t'ai donné exactement ce que tu voulais, ai-je dit calmement. Les papiers sont tous déposés. L'adoption est finalisée. La pension alimentaire cesse lors de l'adoption légale par le beau-parent. C'est la procédure standard. Votre avocat aurait dû le remarquer avant de pousser le dossier. Silence. Ton mari voulait être son vrai père, ai-je continué. Maintenant, il l'est. Félicitations. C'est 2500 € par mois dont il sera responsable à partir de maintenant. Plus le plan d'épargne pour ses études auxquelles je contribuais. L'assurance, la mutuelle, les frais médicaux, tout. Chaque obligation est transférée aux parents adoptifs. Tu ne peux pas, je l'ai déjà fait. Le juge a signé ce matin. C'est fait. J'ai entendu des cris en arrière-plan. La voix de son mari devenant plus forte, plus en colère. Nous n'avons pas les moyens. Il aurait fallu y penser avant d'apprendre à mon fils que j'étais un bon à rien. Ou devrais-je dire, au fils de ton mari maintenant. Légalement parlant. L'appel s'est terminé. J'ai repris mon travail, mais je ne faisais plus ce boulot par nécessité. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de messages. Mon fils se souvenant soudain de mon prénom, me suppliant d'annuler. Mon ex alternant entre menaces et supplications. Son avocat essayant de trouver des failles juridiques qui n'existaient pas. Mais la beauté de la loi, c'est qu'une fois une adoption plénière finalisée,
Les parents biologiques n'ont plus aucune obligation légale. Aucune. J'ai bloqué le numéro de mon ex. Celui de mon fils aussi. S'il voulait parler, il pouvait le faire en personne, avec respect. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, non pas d'un avocat, mais de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. L'enveloppe était en papier épais, couleur crème, coûteux. Le logo du lycée privé de mon fils était en relief dans le coin. À l'intérieur, une lettre manuscrite du directeur. Cher Monsieur Morel, je vous écris concernant le compte de scolarité de votre fils. Comme vous le savez peut-être, les frais annuels s'élèvent à 15 000 €, traditionnellement partagés entre les tuteurs légaux. Cependant, nous avons rencontré une situation inhabituelle. Le compte vous indiquait auparavant comme contact financier principal. Suite à la récente procédure d'adoption, nous avons contacté Monsieur et Madame Lecroix, anciennement votre ex-femme, pour mettre à jour nos dossiers. Lorsque nous avons mentionné le paiement du prochain semestre, il a semblé y avoir une confusion importante. Madame Lecroix insiste sur le fait que vous restez financièrement responsable malgré les changements légaux. Monsieur Lecroix est devenu assez agité lors de notre conversation téléphonique, suggérant que nous trouvions un arrangement concernant les frais. Notre conseiller juridique a examiné la situation. Étant donné que Monsieur Lecroix est maintenant le parent légal, toutes les obligations financières lui sont transférées. L'école exige le paiement avant le 15 août, sinon nous serons obligés de retirer l'inscription de l'élève. J'ai pensé que vous devriez être au courant de la situation. Cordialement, Monsieur Fournier, directeur. J'ai posé la lettre et j'ai commencé à rire. Vraiment rire. Le genre de rire qui vous fait mal au ventre. Ce lycée privé était la fierté de mon ex. Elle s'était vantée sans cesse d'avoir réussi à y faire entrer notre fils, postant des photos de lui en uniforme sur les réseaux sociaux, parlant des opportunités de réseau, du prestigieux réseau d'anciens élèves, de la façon dont cela garantirait son avenir. J'ai sorti ma calculatrice. 15 000 € de frais de scolarité, plus les 2 500 € mensuels de pension sur lesquels elle comptait. C'est une somme annuelle considérable dont son nouveau mari venait d'hériter. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô ? Il faut qu'on parle. La voix de mon ex était différente maintenant. Plus faible, effrayée. Je ne crois pas, non. S'il te plaît, écoute-moi. Contre toute attente, je suis resté en ligne. L'école dit que tu ne paies plus. Ils vont le renvoyer. Ce n'est pas mon problème. C'est toujours ton fils. Non, ai-je interrompu. Il ne l'est pas légalement, je n'ai pas de fils. C'est ce que vous vouliez, tu te souviens ? C'est ce qu'il voulait. C'est un gamin. Il ne comprenait pas, il a 13 ans. Assez grand pour me traiter de raté. Assez grand pour rejeter mon nom. Assez grand pour vivre avec ses choix. Je l'ai entendu pleurer. Autrefois, ce son m'aurait brisé. M'aurait fait faire n'importe quoi pour arranger les choses. Stéphane ne peut pas se le permettre, a-t-elle murmuré. Le nom de son mari sonnait étranger, en l'entendant de ses lèvres comme ça. Désespéré. Alors je suppose que ton fils ira au collège public. Il y en a de très bons dans le coin. Tu ne comprends pas. L'entreprise de Stéphane. Ça ne marche pas aussi bien que je le pensais. Les voitures, les voyages, la maison, tout est à crédit. On s'en sort à peine. La vérité sortait enfin. Toutes ces photos de vacances, les vêtements de marque, les restaurants chers, de la poudre aux yeux. Une vie Instagram soigneusement organisée, bâtie sur des cartes de crédit et des prêts. On dirait que tu as épousé un raté, ai-je dit doucement. La ligne est devenue silencieuse. Je me suis versé un whisky, le bon que je gardais en réserve, et je me suis assis sur le balcon de mon appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Payé avec mon propre argent. Pas de dette, pas de faux semblants. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro différent. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Papa. La voix de mon fils s'est brisée. C'est moi. On peut parler ? Maman dit que je dois t'appeler de nouveau papa. Elle dit qu'on doit arranger ça. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai effacé le message. 2 jours plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois de l'avocat de mon ex. Un avocat différent d'avant. Probablement qu'elle ne pouvait plus se payer le plus cher.
La lettre exigeait que je reprenne le paiement de la pension alimentaire, affirmant que l'adoption avait été signée sous la contrainte, que je les avais trompés, que toute personne raisonnable aurait expliqué les implications financières. Je l'ai transféré à mon avocat avec une seule phrase. Veuillez gérer cela comme bon vous semble. Il m'a appelé cet après-midi-là, contenant à peine son rire. Ils prétendent que vous les avez trompés. Apparemment, vous avez signé les documents exacts qu'ils ont demandés, des documents qu'ils ont initiés. Leur avocat a tout examiné. C'est un cas d'école de remords de l'acheteur. Peuvent-ils gagner? Aucune chance. Le juge va se moquer d'eux et les renvoyer. Mais voici la partie intéressante. S'ils poursuivent, ils devront payer les frais de justice. Et quand ils perdront, vous pourrez les poursuivre pour harcèlement et pour vos frais d'avocat. On parle de combien? Probablement entre 10 000 et 15 000 euros de plus qu'ils vous devront. J'y ai réfléchi pendant peut-être 3 secondes. Dites-leur de ne pas se gêner. Il a ri. J'espérais que vous diriez ça. La date du procès a été fixée 6 semaines plus tard. Pendant ce temps, les lettres continuaient d'arriver, de mon ex, de son mari, de mon fils. Chacune plus désespérée que la précédente. Les lettres de mon fils étaient les plus difficiles à lire. Dans la première, il s'excusait. Disait qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Que son beau-père était en colère à cause de l'argent et s'en était pris à lui. Qu'il regrettait nos voyages en camping et qu'il voulait récupérer son ancien nom. La deuxième lettre était plus en colère, me traitant d'égoïste, disant que je le punissais pour les erreurs de sa mère, qu'un vrai père n'abandonnerait pas son enfant. La troisième lettre ne mentionnait jamais l'argent, demandait juste si nous pouvions retourner faire de la randonnée. Disait qu'il avait quelque chose d'important à me dire sur le collège. J'ai gardé toutes les lettres dans un tiroir. Sans répondre à aucune d'entre elles. 4 semaines avant la date du procès, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, j'ai répondu. Monsieur Morel, une voix de femme, professionnelle. Ici la principale du collège Jean Moulin. Je vous appelle au sujet de votre fils. Mon cœur s'est arrêté. Que s'est-il passé? Il va bien physiquement, mais il y a eu un incident aujourd'hui. Il s'est battu avec un autre élève. Je me suis assis. En 13 ans, mon fils ne s'était jamais battu. Quel genre d'incident? L'autre garçon se moquait de son nouveau nom de famille. Quelque chose sur le fait que son vrai père ne voulait plus de lui. Votre fils a donné le premier coup. Un silence s'est étiré entre nous. Je ne suis plus son tuteur légal, ai-je finalement dit. Vous devrez appeler sa mère et son mari. Nous l'avons fait, 3 fois. Pas de réponse. Vous êtes toujours listé comme contact d'urgence dans notre système. Bien sûr que je l'étais, car mettre ça à jour aurait demandé un effort. Aurait exigé de reconnaître la réalité. Pouvez-vous venir le chercher, a demandé la principale. Il est renvoyé pour 3 jours. Il doit être récupéré immédiatement. J'ai regardé ma montre. Je devais retrouver mon avocat dans 1 heure pour préparer le procès. Je serai là dans 20 minutes. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était. Je n'arrêtais pas de répéter ce que j'allais dire, comment j'expliquerais que je n'étais plus son père, qu'il avait fait son choix, que les actes ont des conséquences. Mais quand je suis entré dans le bureau de la principale et que je l'ai vu assis là, un œil au beurre noir, les jointures éraflées, les épaules tremblantes alors qu'il essayait de ne pas pleurer, tous ces mots répétés se sont évaporés. Il a levé les yeux, m'a vu, son visage s'est décomposé. Tu es venu. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La principale a expliqué la situation. L'autre gamin avait été implacable. Apparemment, il harcelait mon fils depuis des semaines à propos du changement de nom, sur le fait que son vrai père l'avait abandonné. Aujourd'hui, il avait finalement craqué. Quelle est la punition de l'autre garçon, ai-je demandé. Il sera également renvoyé. Politique de tolérance zéro, même s'il a provoqué. Les 2 garçons ont donné des coups. Les 2 garçons sont renvoyés. J'ai regardé mon fils. Prends tes affaires. Nous avons marché jusqu'à ma voiture en silence. J'ai ouvert la portière passager. Il a hésité. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-il dit doucement. Moi non plus. Le trajet de retour à mon appartement a été long. Il regardait par la fenêtre, touchant de temps en temps son œil enflé et grimaçant. Ça fait mal, ai-je demandé. Ouais. Tant mieux.
Il m'a regardé, confus. La douleur, c'est comme ça qu'on apprend, ai-je expliqué. On dirait que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Que se battre, c'est mal? Que les mots blessent plus que les poings. Il est resté silencieux un moment. Puis, Gavin a dit que tu ne voulais plus de moi. Que tu m'as abandonné comme si j'étais un déchet. C'est ce que tu penses? Je ne sais plus quoi penser. Je me suis garé à une station-service, j'ai coupé le moteur et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit que j'étais un raté. Tu as rejeté mon nom. Tu as dit que ton beau-père était ton vrai père, alors je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. À ce moment-là, tu pensais chaque mot, et c'est normal. Les actes ont des conséquences. Tu l'as choisi. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais désolé ne change pas les documents légaux. Tu ne peux pas arranger ça? Même si je le voulais, je ne peux pas. Une fois qu'une adoption plénière est finalisée, c'est permanent. Ton beau-père est ton père légal maintenant. Ça veut dire qu'il est responsable de toi, de ton école, de ton avenir, de tout. Mais il ne paie pour rien. Maman dit qu'ils n'ont pas les moyens. Elle dit qu'on va peut-être devoir déménager. J'ai redémarré la voiture. Ce n'est plus mon problème. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, je lui ai donné de la glace pour son œil et lui ai préparé un sandwich. Il a mangé machinalement, fixant la petite télé de mon salon. C'est minuscule, ici, a-t-il dit. C'est ce que je peux me permettre après avoir payé ta pension pendant toutes ces années. Il a regardé autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Les meubles de seconde main, la vaisselle dans l'évier, la pile de vêtements de travail près de la porte. Tu mangeais vraiment des nouilles instantanées tous les jours? Pendant environ 6 mois, parfois 2 fois par jour. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il n'a pas répondu. Je me suis assis en face de lui. Ton beau-père conduit une Mercedes, vit dans une maison avec piscine, t'emmène dans des restaurants chers, t'achète des baskets à 200 €. Tu ne t'es jamais demandé comment il pouvait se permettre tout ça? Maman a dit qu'il avait réussi. Il réussit à faire semblant. Tout ça, c'est financé, emprunté, bâti sur des cartes de crédit et des prêts. Rien de tout ça n'est réel. Mais les voyages payés avec l'argent de ma pension, chaque vacances, chaque nouvelle console de jeu, chaque dîner chic, c'était censé être pour ta nourriture, tes vêtements et ton avenir. Au lieu de ça, ils l'ont dépensé en faisant semblant d'être riche. Son visage est devenu blême. Je ne savais pas, bien sûr que non. Ils se sont assurés que tu ne le saches pas. La date du procès est arrivée un mardi matin gris. Je me suis présenté dans mon plus beau costume, celui que j'avais acheté dans une friperie mais que j'avais fait nettoyer à sec jusqu'à ce qu'il ait l'air presque neuf. Mon ex et son mari étaient déjà là, assis avec leur avocat bon marché qui semblait tout juste sorti de l'école de droit. Mon ex avait des cernes sous les yeux. Son sac de créateur avait disparu, remplacé par quelque chose qui semblait venir d'un magasin discount. Son mari ne me regardait pas, fixait juste son téléphone, la mâchoire serrée. Mon avocat s'est penché vers moi. Ils vont plaider que vous n'avez pas expliqué les conséquences financières de l'adoption, que vous avez délibérément caché des informations pour les tromper. Peuvent-ils le prouver? Ils essaieront, mais nous avons les documents signés montrant que leur avocat a tout examiné. Nous avons des emails où vous acceptez simplement leur demande, et nous avons des SMS de votre ex se réjouissant de la facilité avec laquelle vous avez accepté. La juge était une femme d'une 60aine d'années, avec des yeux perçants et aucune patience pour les absurdités. Elle a lu les dossiers, levant parfois les yeux vers nous par-dessus ses lunettes de lecture. Laissez-moi voir si je comprends bien, a-t-elle dit en regardant l'avocat de mon ex. Vos clients ont initié une procédure d'adoption. Leur avocat a examiné tous les documents. Monsieur Morel a signé sans contester, et maintenant ils veulent annuler parce qu'ils n'aiment pas les implications financières. Votre honneur, Monsieur Morel n'a pas divulgué. N'a pas divulgué quoi, exactement? Que adopter un enfant entraîne une responsabilité financière? Ce n'est pas une divulgation, maître. C'est du bon sens. La pension alimentaire cesse lors d'une adoption plénière. C'est la base du droit de la famille. Elle a regardé mon ex et son mari.
Votre avocat ne vous a pas expliqué cela? Mon ex a pris la parole, la voix tremblante. Nous pensions. Nous avons supposé qu'il continuerait à payer pour son fils. Son fils? La juge a haussé un sourcil. D'après ces documents, Monsieur Lecroix est maintenant le père légal. Monsieur Morel n'a pas de fils. La salle d'audience était silencieuse. Votre honneur, l'avocat de mon ex a tenté à nouveau. Mes clients agissaient de bonne foi. Vraiment? La juge a feuilleté des papiers. J'ai des SMS ici où Madame Lecroix dit à Monsieur Morel que son fils, je cite, a besoin d'un vrai père, pas d'un raté fauché qui ne peut même pas se payer un appartement décent. J'ai des emails où elle déclare que les contributions financières de Monsieur Morel sont inadéquates et insultantes. Et j'ai le témoignage que l'enfant lui-même a rejeté le nom de Monsieur Morel et a légalement pris celui de Monsieur Lecroix. Elle a regardé directement mon ex. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas rejeter cet homme, vous moquer de sa situation financière, encourager votre fils à le remplacer, rompre légalement ses droits parentaux, puis exiger qu'il continue à subvenir aux besoins d'un enfant qui n'est plus légalement le sien. Mais l'école. Mon ex a commencé à pleurer. L'école est la responsabilité de Monsieur Lecroix maintenant, comme tout le reste. Le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Morel, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Mon avocat a touché mon bras, un avertissement pour être prudent. Votre honneur, j'aimais mon fils. J'ai travaillé à 2 emplois pour payer cette pension. Je me suis privé pour qu'il puisse avoir ce qu'il fallait. Mais l'amour n'est pas à sens unique. Quand il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas son père, ça a fait plus mal que n'importe quel fardeau financier. Je leur ai donné exactement ce qu'ils ont demandé. S'ils le regrettent maintenant, ce n'est pas ma faute. Le juge a hoché la tête lentement. Requête rejetée. L'adoption est maintenue. Monsieur Morel n'a aucune obligation légale envers l'enfant. Les dépenses seront à la charge des demandeurs. Elle a frappé son marteau. La séance est levée. Mon ex s'est effondré sur son siège, en sanglots. Son mari était rouge de colère, chuchotant avec fureur à leur avocat. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la sortie. Attends. Je me suis retourné. Mon fils se tenait au fond de la salle d'audience. Je ne l'avais même pas vu là. Il avait l'air plus petit, d'une certaine manière. Les vêtements chers avaient disparu, remplacés par un jean générique et un t-shirt uni. Ses cheveux étaient plus longs, décoiffés. Il ressemblait à un gamin normal maintenant, pas à la version parfaite pour Instagram que sa mère avait créée. On peut parler, a-t-il demandé. Dehors? J'ai regardé mon avocat, il a hoché la tête. Je t'attends dans la voiture. Nous avons marché jusqu'à un banc à l'extérieur du palais de justice. Le printemps essayait de percer. De minuscules bourgeons verts sur les arbres malgré le froid persistant. J'ai entendu ce que tu as dit à l'intérieur, a-t-il commencé. Sur le fait que tu m'aimais. Je t'aimais. Passé. Tu me détestes maintenant? La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je finalement dit. Je ne te déteste pas. J'en ai juste marre d'être traité comme si j'étais jetable. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour tout. Je sais que tu le es. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé ce gamin, car c'est ce qu'il était, juste un gamin, et j'ai vu toutes les années derrière nous, lui apprendre à faire du vélo, lui lire des histoires pour s'endormir, les voyages en camping dans les Alpes. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi avec ta mère et ton père légal. Tu vas vivre avec le choix que tu as fait, et je vais vivre avec le mien. Et si j'ai besoin de toi? Alors tu te débrouilleras, comme j'ai dû me débrouiller quand tu m'as dit que tu n'avais plus besoin de moi. Il a essuyé ses yeux. Tout s'effondre. Maman et Stéphane se disputent tout le temps maintenant. À propos de l'argent, de moi, de toi. Stéphane dit que j'ai ruiné sa vie. Qu'il n'a jamais voulu d'enfant, il voulait juste maman. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Mais j'avais appris à la dure que la sympathie ne payait pas les factures ni ne guérissait les blessures. Ça a l'air vraiment difficile, ai-je dit, mais ce n'est pas mon problème à résoudre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas grandir. Tu vas apprendre que les actes ont des conséquences.
Et tu vas comprendre que les gens qui t'aiment vraiment ne posent pas de conditions. Est-ce que tu m'aimais vraiment, ou tu aimais juste avoir un fils? La question a frappé comme un coup de poing dans le ventre parce que c'était une bonne question, une que je m'étais posée pendant les nuits solitaires dans mon studio. Je t'aimais, toi, ai-je finalement dit. Le vrai toi, pas la version Instagram que ta mère a créée, pas le mini-moi que ton beau-père voulait, juste toi. Le gamin qui aimait les dinosaures, qui avait peur du noir et qui posait 1 million de questions sur tout. Ce gamin est toujours là. Alors il doit retrouver son chemin. Parce que la personne qui se tient devant moi maintenant, celle qui me traite de raté et rejette mon nom, je ne la connais pas, je me suis levé. Cette conversation tournait en rond et j'avais du travail dans 1 heure. Je dois y aller. Je peux avoir ton numéro, au cas où. Tu l'as déjà. Tu as choisi de ne pas l'utiliser. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Mon avocat attendait, faisant semblant de vérifier son téléphone. Ça avait l'air intense, a-t-il dit. Ça l'était. Tu vas bien? Ça ira. Nous sommes retournés à son bureau pour finaliser les papiers. Le tribunal m'avait accordé les frais de justice. 8 500 € de plus que mon ex devrait payer. De l'argent qu'elle n'avait pas. De l'argent qui allait probablement les mettre complètement en faillite. Tu sais, ils essaieront encore, a dit mon avocat. Un angle différent, un argument différent. Les gens comme ça n'abandonnent pas, laisse-les essayer. Je ne paierai pas 1 centime de plus. Il a souri. Bien dit. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement avec une bière et mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire quelque chose que je repoussais depuis des mois. Regarder des appartements dans de meilleurs quartiers, des endroits avec 2 chambres, avec de vraies commodités, des endroits que je pouvais me permettre maintenant que je n'envoyais plus 400 € chaque mois à mon ex. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Stéphane. Il faut qu'on parle d'homme à homme. J'ai failli le bloquer, mais la curiosité l'a emporté. Je t'écoute. Tu détruis la vie d'un gamin par dépit. Je vis ma propre vie. Tu as choisi d'être son père. Maintenant, sois en un. Je ne peux pas me le permettre. L'école, la mutuelle, tout. Tu sais que je ne peux pas. Tu aurais dû y penser avant de me traiter de raté. C'était sous le coup de la colère. Tu sais comment sont les enfants. Je sais. C'est pourquoi je le laisse apprendre une leçon importante. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Et si je te remboursais les frais de justice? Pour tout. On peut trouver un arrangement. Pas intéressé. S'il te plaît, je t'en supplie. Je vais tout perdre. La maison, les voitures, tout. J'ai pensé à toutes ces photos de vacances, aux vêtements de marque, au restaurant cher, au sourire suffisant sur son visage chaque fois qu'il venait chercher mon fils pour le week-end dans sa Mercedes pendant que je restais là dans mon jean de friperie. Bien, ai-je tapé. Maintenant, tu sauras ce que ça fait. J'ai bloqué le numéro. 2 mois ont passé. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable. 2 chambres comme je l'avais prévu. Une pour moi, une comme bureau, ou peut-être une chambre d'amis, ou peut-être juste un espace vide qui était à moi. J'avais commencé à économiser de l'argent. Du vrai argent. J'ai ouvert un compte d'investissement. J'ai commencé à planifier un avenir qui n'était pas défini par des paiements de pension mensuels et des visites de week-end. Mon avocat a appelé un mercredi après-midi. Vous n'allez pas le croire. Essayez-moi. Votre ex dépose le bilan. La maison est en saisie. L'entreprise de son mari a fait faillite. Il déménage dans un appartement en location à l'autre bout de la ville. Et mon fils? Inscrit au collège public, Jean Moulin, en fait. Le même où il a été renvoyé. L'ironie ne m'a pas échappé. Tout ce temps dans le prestigieux lycée privé, toutes ces opportunités de réseau et de relations d'anciens élèves, envolées. Maintenant, il était de retour là où il aurait été si sa mère n'avait pas été si obsédée par les apparences. Il y a plus, a continué mon avocat. Elle demande le divorce. Ça m'a surpris. Déjà? Apparemment, le stress financier était trop important. De plus, Stéphane ne gérait pas bien les responsabilités parentales. Je suppose qu'être un vrai père est plus difficile qu'il ne le pensait. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que je pensais ressentir.
Juste de la lassitude. Fatigué de tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle essaiera probablement de vous recontacter, peut-être d'essayer de se réconcilier, peut-être de demander de l'argent, peut-être d'essayer de vous culpabiliser à propos de votre fils. Et légalement? Légalement, vous ne lui devez rien. L'adoption est maintenue. Stéphane est le père légal, indépendamment du divorce. Ces obligations ne disparaissent pas simplement parce que le mariage est terminé. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre et je me suis assis sur mon balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. D'ici, je pouvais voir toute la ville. Je pouvais voir la vie que je construisais. Mon téléphone a vibré. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Allô? C'est moi. La voix de mon fils était différente. Plus vieille, en quelque sorte. Je sais que je ne suis pas censé t'appeler, mais j'avais besoin d'entendre ta voix. Je n'ai pas répondu, j'ai juste écouté. Maman et Stéphane divorcent. On déménage dans un endroit plus petit. J'ai dû changer de collège. Tout est différent maintenant. Comment tu le vis? C'est dur, mais je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire par conséquence. Il y a eu une pause. Stéphane n'est plus mon père. Enfin, légalement, il l'est, mais il n'agit pas comme tel. Il me parle à peine. Il a arrêté de venir me chercher. Maman dit qu'il me reproche tout. J'ai ressenti cette pointe familière à nouveau. L'instinct de réparer, d'intervenir, d'être le père que j'avais toujours été. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit prudemment. Mais je ne peux pas l'arranger pour toi. Je sais. Je ne te le demande pas. Je voulais juste te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je change mon nom de famille. Pour le reprendre. Maman m'aide avec les papiers. Je redeviens Morel. Ton nom. Ma gorge s'est nouée. Pourquoi? Parce que c'est mon nom. C'est qui je suis. Je n'aurais jamais dû l'abandonner. Ça ne changera rien légalement. Stéphane sera toujours ton père légal. Je sais. Mais les noms comptent. C'est toi qui me l'as appris. Tu te souviens? Tu as dit que notre nom venait de notre arrière-arrière-grand-père qui est arrivé ici sans rien et a tout construit. Que ça représente le travail acharné, l'intégrité et... Point et tenir sa parole, ai-je terminé. Ouais, je me souviens. Un silence s'est étiré entre nous. Pas inconfortable, juste là. Je peux te voir un de ces jours, a-t-il demandé. Je ne demande pas d'argent ou quoi que ce soit. Tu me manques, c'est tout. Nos discussions me manquent. J'ai pensé à la chambre vide de mon nouvel appartement. Au matériel de camping toujours rangé dans mon placard. À tous les week-ends que j'avais passés seul pendant que mon fils publiait des photos avec son vrai père. Peut-être, ai-je dit. Commençons doucement, avec un appel de temps en temps. On verra comment ça se passe. Vraiment? Vraiment. Mais il y a des conditions. D'accord. Tu me traites avec respect. Tu ne me mens pas, et tu comprends que je ne suis ni ton distributeur de billets ni ton plan de secours. Je suis juste moi. À prendre ou à laisser. Je prends. Nous avons parlé encore 20 minutes de l'école, de ses cours, d'un livre qu'il lisait, des choses normales, le genre de choses dont nous parlions avant que tout ne s'effondre. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur exactement, ni même de l'espoir, juste une possibilité. 6 mois plus tard, nous avions trouvé un rythme. Des appels 2 fois par semaine, un déjeuner occasionnel le samedi. Nous ne parlions pas du passé, ne remuions pas les blessures, nous nous concentrions sur le présent. Il me parlait de ses professeurs, de ses amis, de ses difficultés en maths. Je lui parlais de mon travail, de mes projets, de ma vie. Nous reconstruisions quelque chose. Pas un père et un fils, pas légalement en tout cas, mais quelque chose de réel. Un samedi, nous étions assis dans notre restaurant habituel quand il a posé la question que j'attendais. Tu penses que tu pardonneras un jour à maman? J'ai remué mon café. Je ne pense plus beaucoup à ta mère. Elle demande de tes nouvelles parfois. Se demande comment tu vas. Elle a mon numéro si elle veut savoir. Elle a peur que tu la détestes. J'ai regardé ce gamin qui redevenait lentement une personne que je reconnaissais.
Qui disait s'il vous plaît et merci? Qui me demandait comment s'était passée ma journée? Qui se présentait quand il disait qu'il le ferait? Je ne la déteste pas, ai-je dit honnêtement. Mais je ne lui fais pas confiance non plus. Et ça ne m'intéresse pas d'être son ami ou sa bouée de sauvetage. C'est juste. Il a haussé les épaules. Tu as l'air plus vieux quand tu parles comme ça. Je suis plus vieux. J'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi cette dernière année. Les épreuves font ça. Nous avons fini notre repas et je l'ai ramené à l'appartement de sa mère. C'était dans un quartier plus modeste, le genre d'endroit qui aurait horrifié sa mère il y a 2 ans. Mais c'était propre, sûr et à eux. En sortant, il a hésité. Merci pour le déjeuner. De rien. Et merci de m'avoir donné une autre chance, même si je ne la méritais pas, tout le monde mérite une seconde chance. Juste pas une troisième. Il a souri. C'est juste. Je l'ai regardé entrer, puis je suis rentré chez moi, dans mon appartement, l'espace qui était le mien. Gagné par le travail acharné, les sacrifices et le refus d'être traité comme un paillasson. Mon téléphone a sonné sur le trajet. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Monsieur Morel? Une voix d'homme, professionnel. Ici l'agent Raymond de l'aide sociale à l'enfance. Je vous appelle au sujet de votre fils, ou plutôt votre ancien fils, concernant une situation qui s'est développée. Mon estomac s'est noué. Quel genre de situation? Le tuteur légal du garçon, Stéphane Lecroix, a été arrêté. Violence domestique sur la mère. Nous devons placer l'enfant en accueil temporaire pendant que nous réglons les choses. Et votre nom a été mentionné comme une option possible. Je ne suis pas son tuteur légal. Nous en sommes conscients, mais la mère vous a listé comme contact d'urgence. Elle dit que vous avez été présent dans la vie du garçon récemment, qu'il serait à l'aise de rester avec vous pendant que nous enquêtons. Je me suis garé sur le bord de la route. Mes mains tremblaient. Pour combien de temps? Ça pourrait être quelques jours. Ça pourrait être quelques mois. Ça dépend de l'enquête et si la mère peut démontrer qu'elle peut fournir un environnement sûr. J'ai pensé à ma chambre d'amis vide. Au matériel de camping dans mon placard, au repas tranquille et aux appels téléphoniques, à la lente reconstruction de quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Je comprends que c'est soudain, mais nous avons besoin d'une réponse d'ici demain matin. Sinon, il sera placé en foyer d'accueil. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Juste assis là, à regarder le trafic passer, essayant de comprendre ce que diable j'étais censé faire. Ce n'était pas mon problème. J'avais renoncé à mes droits. On m'avait poussé dehors. J'avais reconstruit ma vie sans lui. Mais ensuite, j'ai pensé à ce gamin dans le restaurant disant merci pour le déjeuner. Aux appels où il écoutait vraiment. À la façon dont il essayait, vraiment essayait, d'être meilleur. J'ai appelé mon avocat. Vous êtes fou, a-t-il demandé quand j'ai expliqué. Vous vous êtes battu pendant 1 an pour sortir de ça. Pourquoi y replongeriez-vous? Je ne replonge pas. Je fournis juste un accueil temporaire. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de mon point de vue, vous êtes sur le point d'annuler tout ce pour quoi nous avons travaillé. Peut-être. Mais quelle est l'alternative? Le laisser aller en foyer? Le laisser penser que je l'abandonne à nouveau? C'est lui qui vous a abandonné en premier. C'est un gamin. Les gamins font des erreurs. Mon avocat a soupiré. Si vous faites ça, vous le faites en tant que tuteur, pas en tant que parent. Ça veut dire aucun droit légal, aucun mot à dire sur son avenir. Juste la responsabilité sans l'autorité. Je comprends. Et si sa mère se ressaisit, elle peut le reprendre à tout moment. Vous n'avez aucune protection. Je sais. Un autre soupir. Vous êtes trop bon pour votre propre bien. Vous le savez ça? Peut-être. Ou peut-être que je suis juste assez stupide pour espérer que faire ce qui est juste compte. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vais préparer les papiers de tutelle. Le lendemain matin, j'ai récupéré mon fils au bureau de l'ASE. Il avait un sac à dos et un air effrayé sur le visage. « Tu es venu ?» a-t-il dit, le soulagement inondant son expression. « Ouais, je suis venu. Je ne pensais pas que tu le ferais.
Après tout. Nous sommes montés dans ma voiture. C'est temporaire. Tu comprends ça? Je comprends. Il y a des règles. Ma maison, mes règles. Tu vas au collège, tu fais tes devoirs, tu me traites avec respect. Compris? Compris. Et quand ta mère aura réglé ses problèmes, tu retourneras chez elle. Ce n'est pas permanent. Je sais. Mais quelque chose dans son visage m'a dit qu'il n'y croyait pas. Qu'il espérait quelque chose de plus. Nous avons roulé jusqu'à mon appartement en silence. Quand nous sommes arrivés, je lui ai montré la chambre d'amis. C'est la tienne pendant que tu es ici. Il y a un bureau pour les devoirs. Le mot de passe du Wi-Fi est sur le frigo. Le dîner est à 19h. Petit déjeuner à 7h avant le collège. Il a regardé la petite pièce, les murs nus et les meubles simples. Rien à voir avec la chambre de designer qu'il avait chez son beau-père. Rien à voir avec la vie parfaite pour Instagram que sa mère avait essayé de créer. C'est bien, a-t-il dit doucement. Merci. Cette première nuit a été gênante. Nous avons dîné ensemble. Des spaghettis, parce que c'était facile. Et avons échangé des banalités sur l'école. Après la vaisselle, il est allé dans sa chambre pour faire ses devoirs pendant que je regardais la télé. Vers 21h, il est sorti. Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi as-tu accepté ça? Tu n'étais pas obligé. Tu ne me dois rien. J'ai réfléchi à la façon de répondre, à toutes les émotions complexes qui tourbillonnaient en moi. Tu as raison. Je ne te dois rien. Mais tu n'es aussi qu'un gamin qui s'est retrouvé au milieu des erreurs des adultes. Et peut-être que je ne suis pas ton père légal, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être quelqu'un qui est là quand ça compte. Il a hoché la tête lentement. Je vais faire mieux cette fois. Je te promets que je ne vais pas tout gâcher. Sois juste toi-même. C'est tout ce que je demande. 3 semaines se sont transformées en 3 mois. Sa mère suivait une thérapie ordonnée par le tribunal. Stéphane était en prison. L'enquête prenait plus de temps que prévu. Et quelque part en chemin, nous sommes tombés dans une routine qui semblait presque normale. Petit déjeuner ensemble avant l'école, je l'aidais avec ses devoirs, des sorties le week-end au magasin de bricolage ou à la librairie, ou simplement conduire en parlant de choses sans importance. Il a recommencé à m'appeler papa. Pas dans un sens légal, juste nonchalamment, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et papa, tu peux m'aider avec ce problème de maths. Papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Merci de m'avoir emmené au match, papa. Chaque fois, c'était un peu plus facile à entendre, un peu moins douloureux. Un samedi après-midi, nous faisions de la randonnée comme nous le faisions il y a des années. Le sentier était raide et nous étions tous les deux essoufflés quand nous avons atteint le sommet. C'est le même endroit où nous sommes venus avant, a-t-il dit, quand j'étais petit. Oui, c'est vrai. Je me souviens que tu m'as dit que la montagne se fichait de qui la gravissait, que c'était le même défi pour tout le monde, riche ou pauvre, fort ou faible. J'avais oublié cette conversation. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout. De toutes les leçons que tu as essayé de m'apprendre. C'est juste que je n'écoutais pas, nous nous sommes assis sur un rocher, regardant la vallée en contrebas. J'écoute maintenant, a-t-il dit doucement. Je sais que tu écoutes. Si je pouvais revenir en arrière et changer ce que j'ai dit ce jour-là. Sur le nom. Sur le fait que tu étais un raté. Je le ferais sans hésiter. Je sais. Mais je ne peux pas. Alors, j'essaie de te montrer à la place, que je suis différent maintenant, que j'ai appris. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu te débrouilles bien, gamin. Mieux que bien. Ça veut dire que tu me pardonnes? La question est restée en suspens entre nous. Celle qu'il voulait poser depuis des mois mais n'en avait pas eu le courage. Ouais, ai-je finalement dit. Je te pardonne. Il s'est alors mis à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant que nous étions assis là, sur cette montagne. Merci, a-t-il murmuré. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de ces mêmes oranges et roses que j'avais regardés depuis le balcon de mon appartement. Mais cette fois, je n'étais pas seul. 6 mois après cet appel de la SE, sa mère a obtenu l'autorisation de le reprendre. Elle avait terminé sa thérapie, avait un emploi stable et avait déménagé dans un appartement décent.
Le tribunal a dit qu'elle était prête. La veille de son départ, nous avons préparé son dîner préféré, des tacos au poulet, et avons mangé principalement en silence. Je ne veux pas partir, a-t-il finalement dit. Tu dois. C'est ta mère. Elle a travaillé très dur pour te récupérer. Je sais, mais j'ai l'impression de te perdre à nouveau. Tu ne me perds pas. Je ne suis qu'à un coup de fil, et on peut toujours déjeuner le samedi si tu veux. Promis? Promis. Il est retourné chez sa mère le lendemain. J'ai aidé à monter ses cartons sur 3 étages. Sa mère se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nerveuse. Merci, a-t-elle dit. Pour tout. Je sais que je ne mérite pas, tu n'as pas besoin de me remercier. Je l'ai fait pour lui, pas pour toi. Elle a hoché la tête, acceptant cela. On pourra parler un jour. De tout? Peut-être. Quand je serai prêt. J'ai dit au revoir à mon fils, ou plutôt au gamin qui n'était pas légalement le mien mais que je sentais comme le mien, et je suis rentré à mon appartement. La chambre d'amis était de nouveau vide. L'appartement était silencieux, mais il ne semblait pas solitaire cette fois. Il semblait paisible. 1 an plus tard, j'ai reçu un appel du collège de mon fils. Il avait été nominé pour un prix, celui de la meilleure progression scolaire. La cérémonie avait lieu la semaine suivante. Est-ce que je viendrais? Je me suis présenté dans mon beau costume, un vrai cette fois, pas de friperie, et je me suis assis au fond de l'auditorium. Quand ils ont appelé son nom, il a traversé cette scène la tête haute. Et quand il a accepté son diplôme, il m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Après la cérémonie, nous sommes allés manger une glace. Le même glacier où nous allions quand il était petit. J'ai été accepté en section européenne, a-t-il dit. Pour le lycée. C'est incroyable. Je suis fier de toi. Je pense à des études d'ingénieur, peut-être d'architecture. Concevoir des choses qui durent. Bon choix. Je l'ai appris de toi, ça. Construire des choses qui comptent. Nous avons parlé de ses projets, de ses rêves, de son avenir. Et quelque part dans cette conversation, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne suis peut-être pas son père légal. Je ne le serai peut-être jamais plus. Mais j'étais l'homme qui avait été là. Qui lui avait appris les conséquences et les secondes chances. Qui avait prouvé que l'amour n'exige pas un document légal ou un nom de famille. Parfois, il exige simplement d'être présent, même quand c'est difficile. Même quand on a été blessé. Même quand chaque partie logique de votre cerveau vous dit de partir. Mon téléphone a vibré alors que nous quittions le glacier. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est ton ex-femme. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je voulais que tu saches quelque chose. Tu l'as sauvée quand je ne pouvais pas le faire. Quand Stéphane ne voulait pas le faire. Tu as été là et tu l'as sauvée. Je ne pourrai jamais te rembourser ça. J'ai regardé le message un long moment, puis j'ai répondu. Tu n'as rien à rembourser. Tout va bien entre nous. Parce que c'était le cas. Pas comme nous avions commencé. En tant que mari et femme, en tant que famille. Mais d'une nouvelle manière. En tant que 2 personnes qui avaient fait des erreurs et en avaient tiré des leçons. En tant que 2 personnes essayant d'élever un bon gamin dans un monde compliqué. Et alors que je ramenais mon fils à l'appartement de sa mère cette nuit-là, j'ai réalisé autre chose. Je n'ai pas gagné parce que je suis parti. Je n'ai pas gagné parce que je me suis débarrassé de la pension alimentaire ou que je leur ai fait affronter les conséquences. J'ai gagné parce que j'ai choisi d'être là quand ça comptait. Parce que j'ai choisi d'être la personne la plus mature. Parce que j'ai choisi d'aimer un gamin même quand il ne le méritait pas. Même quand il m'avait blessé. Même quand il aurait été plus facile de rester à l'écart. C'est ce que font les vrais pères. Pas parce qu'un morceau de papier dit qu'ils le doivent, mais parce que c'est ce qu'ils sont.